Ligne droite, vue de haut. Bonjour Philippe Murer, vous êtes économiste souverainiste, vous êtes le cofondateur du mouvement politique et citoyen et nous allons examiner avec vous l'ère des fractures au cœur des crises à répétition. C'est un vaste sujet, mais c'est surtout, et ce sera ma première question, un colloque qui est organisé demain, 8 février, à Paris, et avec un programme extrêmement alléchant. Oui, bonjour Richard de Sèze et merci pour l'invitation. Oui, c'est plus qu'un colloque, c'est une grande réunion politique, une grande conférence débat qui est organisée par le mouvement politique citoyen avec IDNF autour du thème, donc, l'ère des fractures. L'objectif, c'est d'analyser en fait tout le nombre de sujets où la France a de gros problèmes, comme l'insécurité, comme la médecine, comme la nouvelle donne géopolitique avec Trump. Et ce sera fait autour de débats. Donc, il y aura un débat, par exemple, entre Henri Guénaud et Jean-Frédéric Poisson. Et il y a de nombreuses personnalités qui sont invitées, comme Christian Perron pour la médecine, Frédéric Algui et Xavier Alzadbert sur la liberté d'expression, Laurent Henninger, Thierry Mariani sur la géopolitique avec Trump, Étienne Chouard qui va débattre en fait sur la crise politique et institutionnelle contre une constitutionnaliste. Donc, on a de très beaux débats. Ça va être un très beau moment qu'on va passer ensemble. Et je dis, venez nombreux à Paris, au 97 rue de Sèvres. Vous pouvez acheter les billets par Internet ou vous présenter directement à l'accueil pour ce beau moment de politique, parce que l'avenir du pays, on le changera avec la politique et non seulement en tweetant sur les réseaux sociaux. Le but maintenant, il faut retourner à la politique pour profiter de cette grande donne que Trump ouvre pour l'Occident. Alors justement, excellente transition. La première table ronde, c'est celle entre Laurent Henninger et Thierry Mariani. L'Europe, 52e état de la bannière étoilée. Que faut-il penser, selon le mouvement politique citoyen, de l'arrivée de Trump et de la guerre économique qu'il a l'air d'avoir déclarée au monde entier ? J'ai envie de dire quand même s'il y a un côté anxiogène, parce que Trump est un joueur de poker, il bluffe, il envoie des choses assez énormes, comme transformons Gaza en nouvelle Riviera, ce qui n'est probablement pas du tout le sujet final qui sera retenu. On le verra plus tard. Mais Trump, il a les mêmes combats que nous, en fait, que Ligne droite, que tous les médias alternatifs et les politiques français, c'est-à-dire l'amour de la nation, se battre contre le wokisme, contre le mondialisme, pour changer les choses, et contre l'immigration aussi. Donc, qu'un président américain se batte sur ces sujets-là, c'est quand même une excellente chose pour nous, qu'il se batte contre le mondialisme. D'ailleurs, l'arrivée de Trump, pour moi, la victoire de Trump aux élections en septembre aux États-Unis, c'est la défaite de Stalingrad des mondialistes. Maintenant, d'ailleurs, les mondialistes, on le voit, paniquent et ont peur. Et je pense que, justement, maintenant, les patriotes vont remonter le courant. Le peuple français est un peu à terre, martyrisé, traumatisé depuis des années par des politiques mondialistes qui sont très dures à tous les niveaux, que ce soit économique et immigration. Mais là, on a un grand vent de liberté d'expression qui s'ouvre grâce à Trump. L'Union européenne va essayer de réduire cette liberté d'expression, ce qui sera très difficile parce que justement, elle est très faible, que nous sommes une colonie numérique américaine et que l'Union européenne aura le plus grand mal à empêcher les Français de parler pour se défendre, se libérer de cette caste et se libérer aussi de l'instance supranationale qu'est l'Union européenne. Donc c'est une bonne nouvelle quand même pour la France. Alors, vous posez une alternative patriote mondialiste. Ce serait peut-être le moment de redéfinir en fait ce que c'est qu'un mondialiste aujourd'hui dans ce monde qui est peut-être en train de devenir multipolaire ou au contraire qui est en train de redevenir unipolaire avec des États-Unis hégémoniques. Si on considère que Macron est mondialiste, qu'est-ce que défend Macron face à Trump ? Macron, il défend le fait que les nations n'ont plus de rôle parce que tout doit être fait au niveau mondial, pratiquement par un gouvernement mondial. Vous voyez, par exemple, la décision de faire un traité de l'OMS qui soit supranational et qui impose une politique de santé en cas d'épidémie à tous les pays du monde. Bien, ça, c'était une vision mondialiste. L'Organisation mondiale du commerce, c'est aussi une vision mondialiste. Parce que si on veut gouverner le monde en fait d'un seul bloc, eh bien finalement il faut des institutions mondiales, supranationales, et que les nations ne soient plus rien. Ça, c'est la vision de Macron. Le traité de l'OMS, d'ailleurs, il a été rejeté par Trump, par l'Argentine, il va être rejeté par tout le monde. C'est une excellente nouvelle. Et donc, on revient à un monde multipolaire de nations libres et souveraines. Et là-dessus, il y a une déclaration
très, très importante qu'a fait Marco Rubio, le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Il a dit samedi dernier que les États-Unis renonçaient à être l'hégémone mondiale, c'est-à-dire à ceux qui gouvernent le monde, sont les gendarmes du monde avec de multiples guerres à l'appui. Pour moi, c'est le changement le plus radical dans les relations internationales depuis la chute de l'URSS. Alors effectivement, Marco Rubio dit que les États-Unis renoncent à être le gendarme du monde, les États-Unis renoncent à faire de la construction de démocratie, puisque donc ce democracy building, comme ils disent eux-mêmes, est entre autres ce qui a abouti au désastre irakien. Et on a l'impression que les États-Unis admettent que il n'y a pas de raison d'imposer un modèle états-unien à l'ensemble de la planète et que, au bout du compte, ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour le Kamchatka, la Namibie et le Chili. En même temps, on voit à quel point Trump et Macron ont des affinités intellectuelles étroites, je plaisante, Donald Trump est en train de bâtir une espèce de puissance américaine économique qui d'ailleurs est dans le droit fil de ce qui a été bâti par tous les présidents précédents, c'est-à-dire j'aspire tous les cerveaux, j'impose le dollar comme monnaie d'échange, je refuse que les BRICS développent leur propre système, j'utilise le réseau SWIFT à mon propre profit. D'un côté, il y a un renoncement à une puissance politique, mais il y a une affirmation de puissance économique. Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. En fait, l'abus de la puissance américaine, par exemple, vous parlez du réseau SWIFT, des sanctions qu'on a fait avec la Russie, c'est retourné contre eux. Parce qu'ils n'avaient plus la puissance nécessaire pour gouverner le monde à ce moment-là. Et en abuser, ça fait qu'ils chutent plus rapidement. Par exemple, sur SWIFT, quand ils ont voulu couper à la Russie tout accès à la finance internationale qui passe par SWIFT. Qu'a fait la Russie? La Russie avait préparé déjà un système alternatif. Ils se sont alliés avec la Chine pour pouvoir commercer malgré le non-accès à SWIFT, donc au système qui est dominé par les États-Unis. Donc on voit que les États-Unis ne pouvaient plus tenir en fait la puissance mondiale. Et les Américains sont quand même, et les Anglo-Saxons en général, ont une grande qualité, c'est le pragmatisme. C'est vrai que les Américains ont joué à l'empire qui domine le monde depuis 1945. Ils comprennent que maintenant, avec Trump, que cela n'est plus possible et ils renversent la table et ils disent finalement nous allons devenir une puissance comme une autre, mais une puissance économique respectée, effectivement. Donc, et l'enjeu pour eux, finalement, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, qui était une grosse erreur et une guerre inutile, en fait une guerre de la Russie contre l'Occident entier, dominé par les États-Unis, cette guerre en Ukraine, en fait, Trump va devoir reconnaître qu'il l'a perdue. Ça, c'est quelque chose de très difficile, que les États-Unis ont perdu contre l'ennemi archétypal, la Russie, et qu'en plus, cette guerre en Ukraine a soudé les BRICS contre les États-Unis. Donc, le but de Trump maintenant, ça va être d'essayer de casser les BRICS. Ça va être très difficile parce qu'il y a une méfiance énorme de la Russie et de la Chine envers les États-Unis, d'essayer d'ameublir cette alliance BRICS, qui est une alliance quand même molle, qui est une alliance défensive, et d'essayer de trouver sa place. Et le point essentiel, en fait, la réalité, le point qu'il faut regarder, c'est que la Chine, en fait, est en rivalité avec les États-Unis pour être la première puissance du monde dans ce monde multipolaire. Et là, Trump va se battre, en fait, contre la Chine. Il ne dit pas, mais c'est son élément principal. Il avait déjà mis des droits de douane en 2018 face à la Chine pour affaiblir la Chine économiquement et pour augmenter la puissance économique des États-Unis, se réindustrialiser. Ça avait marché. Il va continuer sur ce chemin. Il y a quelque chose dont on parle très peu. C'est la faiblesse de la Chine dans ce monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la Chine a tout gagné depuis 40 ans et qu'elle va continuer sur ce chemin. Grâce à l'Organisation mondiale du commerce, d'ailleurs. Exactement. La Chine, en fait, vous avez tout à fait raison. Elle est rentrée dans la mondialisation économique avec l'Organisation mondiale du commerce, mais elle en a tiré tous les marrons du feu en bloquant les importations vers la Chine de différentes manières et en exportant au maximum. C'est quand même, la Chine, c'est aussi une puissance dangereuse parce que si les États-Unis tentaient l'hégémonie militaire, la Chine tente l'hégémonie industrielle. Elle a aspiré toute l'industrie du monde, une grande partie de l'industrie du monde. C'était son but. Elle a 1000 milliards de dollars d'excédent commercial et elle fait du mal au monde avec cela. Les États-Unis disent stop. Ils vont mettre des droits de douane de plus en plus élevés. Ils viennent de mettre 10% de droits de douane supplémentaires aux Chinois et le but, c'est de l'affaiblir. Mais la Chine, elle a deux problèmes. Donc, elle a un problème d'une bulle immobilière qui était gonflée à l'hélium, qui est en train de se dégonfler.
Et les prix de l'immobilier étaient beaucoup plus chers à Pékin, à Shanghai qu'à Paris. C'était devenu complètement inabordable. Et ça va faire très mal parce qu'il y a beaucoup de bilans bancaires et tout le monde est investi sur l'immobilier et c'est en train de faire mal. Mais la chose principale, en fait, le fait principal dans l'avenir géopolitique mondial, c'est le problème démographique. Et là-dessus, Elon Musk a tout à fait raison de le souligner. La Chine, bien qu'elle ait arrêté la politique de l'enfant unique depuis 2015, se retrouve avec un taux de fécondité qui continue à baisser malgré tout à un enfant par femme, 1,05. Il manque la moitié des enfants de naissance en Chine pour équilibrer en fait et renouveler les générations. Et ça, c'est le problème principal de la Chine qui va se retrouver avec pratiquement une baisse de 40% en 25 ans de sa population en âge de travailler entre 20 et 60 ans. Donc la Chine ne peut pas être l'hégémone, l'empire qui domine le monde. Les États-Unis ne peuvent plus être l'empire qui domine le monde. Nous rentrons donc dans un monde de nations, un monde multipolaire de nations libres et souveraines, et la France a toute sa place dans cette nouvelle organisation du monde. Alors, Philippe Murer, juste avant qu'on revienne sur cette promesse que vous nous faites, ou presque, en tout cas, cet espoir que vous exprimez du fait que la France a toute sa place, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'apparent paradoxe d'États-Unis qui sont en train d'admettre que le monde est multipolaire et qui, néanmoins, essaye d'affaiblir les BRICS, autrement dit, cette alliance Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui d'ailleurs s'est augmentée de plusieurs pays, qu'on appelle maintenant le Sud global. Comment est-ce qu'on peut à la fois admettre que tout le monde a le droit d'exister et néanmoins continuer à désigner des ennemis extérieurs aux États-Unis ? En fait, c'est normal, puisque les BRICS se sont constitués pour faire pièce aux États-Unis, à l'Empire américain. Mais les Américains n'ont pas envie que les BRICS deviennent un nouvel empire. D'ailleurs, c'est impossible parce qu'il y a hétérogénéité des membres. Il y a la Russie et la Chine qui sont très liées, mais il y a aussi l'Inde qui est entre les BRICS et de très bonnes relations avec le monde occidental. En fait, Trump, tout simplement, ne veut pas perdre l'hégémonie du dollar, ça se comprend. Ils vivent très bien, les Américains aussi, grâce à l'hégémonie du dollar. C'est un avantage gigantesque. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir, quoi. Mais c'est un jeu économique normal, c'est un jeu de puissance normal. Chacun essaye d'être le plus puissant et de faire pièce aux autres. Nous sommes dans de la géopolitique tout à fait traditionnelle. Alors, malgré tout, et je ne voudrais pas paraître être exagérément anti-états-unien, mais c'est un jeu politique normal avec une monnaie qui est imposée par les États-Unis au reste du monde, avec cette extraterritorialité du droit américain dès qu'on touche au dollar, et avec en plus des États-Unis qui passent leur vie à faire proliférer des normes qui lient l'initiative de tous les pays. On en parlait en préparant cet entretien, les accords BAL 2, les accords BAL 3, de toutes ces règles qui font que les banques ont de plus en plus de contraintes, s'appliquent à tout le monde sauf aux États-Unis qui collabore à l'élaboration des normes, mais qui en fait n'y adhère pas. On a vu ça exactement d'ailleurs avec la Cour pénale internationale où Joe Biden expliquait à quel point c'était une chose admirable en oubliant de dire que juste les États-Unis n'y adhéraient pas. Vous avez tout à fait raison. Et le cas de BAL 2 et BAL 3 parle très peu aux auditeurs, mais c'est des normes en fait qui emprisonnent les banques et les assurances dans tout un tas de contraintes qui sont ni bonnes pour les banques et les assurances, ni pour l'économie de la France et des pays qui ont adopté ces normes. Les Américains ont toujours joué ce jeu-là. En fait, ils tentent des accords internationaux, ils nous emprisonnent dans ces normes-là et à la fin, ils y renoncent. Bien, à nous d'être intelligents et de savoir y renoncer. Vous savez, nous pourrions tout aussi bien y renoncer si nous avions une forme d'indépendance dans notre tête vis-à-vis du système mondialiste. Effectivement, les normes BAL 2 et BAL 3 sont très mauvaises pour l'économie, abandonnons-les. Mais l'extraterritorialité du droit américain, qu'ils ont utilisé en disant « vous utilisez du dollar », par exemple en disant à BNP « vous avez utilisé du dollar » dans une relation avec le Soudan, nous considérons que cette relation entre la France et le Soudan via la BNP, c'est de la corruption. Donc, nous vous mettons, BNP, une amende de 10 milliards de dollars. Bien sûr que c'est quelque chose d'extrêmement malsain, puisque le droit, normalement, s'applique, américain ne peut pas s'appliquer pour des relations entre la France et le Soudan au niveau économique. Ils abusent, effectivement. Et d'ailleurs, cet abus a conduit à la chute des États-Unis. Cet abus du dollar a conduit à la volonté des pays BRICS de se dédollariser pour faire front, pièce face à ça. On se rappelle l'affaire Alstom, qui est quand même une affaire incroyable.
dont les Français n'ont pas conscience. Le Français moyen n'a pas conscience, probablement pas sur votre chaîne Radio Courtoisie. C'est quand même le numéro 3 d'Alstom pour une histoire de chaudière électrique en Indonésie. Le numéro 3 d'Alstom est allé dans une prison de haute sécurité aux États-Unis pendant 2 ans, Frédéric Pierucci. Et ça a permis de forcer la main, de faire peur à Kron, le patron d'Alstom. Et le patron d'Alstom a fini par vendre Alstom à General Electric. Donc oui, les Américains manipulent complètement à leur avantage l'ordre mondial. Ils l'ont fait énormément. D'ailleurs, ça leur a porté préjudice puisque ça a donné envie à tous les autres de sortir. Mais ils continueront comme ça. Donc, à nous de défendre nos intérêts de nation et d'arrêter d'être les bisounours du monde en croyant que tous ces jeux-là sont des jeux de coopération. Non, ce sont des jeux de puissance où la France doit défendre ses intérêts comme tous les autres pays du monde. Alors, revenons-en à cet espoir que vous aviez exprimé tout à l'heure. Comment est-ce que la France, qui est totalement étranglée par l'Union européenne et qui est vendue à l'Union européenne par Emmanuel Macron et tous ceux qui l'ont précédé, peut-elle commencer à desserrer l'étau et à sortir du filet qui l'emprisonne ? Ma question n'est pas du tout orientée. C'est vrai, alors un petit mot sur l'Union européenne. Depuis même le traité de Rome, depuis les origines, dans le traité de Rome, il y a des articles sur la mondialisation économique. L'Union européenne, c'est la mondialisation économique, d'abord à l'échelle du continent, puis la courroie de transmission de la mondialisation économique. Donc on voit que l'Union européenne est complètement à contresens de l'histoire aujourd'hui, puisque l'histoire, c'est une histoire de démondialisation économique et de nations qui refont des politiques économiques nationales. Donc, pour moi, la France doit évidemment sortir de l'Union européenne, de libérer de ça et de libérer d'un système en fait qui court au désastre, puisque idéologiquement l'Union européenne est très mal armée pour faire face à Trump, le démondialisateur et la démondialisation économique du monde. Après, la France, diplomatiquement, elle doit reprendre la place qu'elle a toujours eue, c'est-à-dire que la France est une puissance d'équilibre et de paix et non une puissance guerrière. C'est une puissance qui n'est pas un bisounours et donc elle a une armée efficace, elle a aussi une dissuasion nucléaire efficace. D'ailleurs, nous n'avons pas d'ennemis, mais il faut les conserver pour ne pas avoir d'ennemis, ne pas être attaqué. Et puis surtout, la France combat les effets délétères des empires. Elle essaye d'assurer au maximum la paix dans le monde tout en préservant les intérêts. C'est une particularité de la France. C'est pour ça que la France a été respectée, très respectée à l'époque de De Gaulle et à beaucoup d'autres époques de son histoire. Il faut qu'on reprenne ce jeu géopolitique-là et non être le caniche des Américains. Nous n'avons pas à être le caniche des Américains. Alors, vous avez raison, nous n'avons pas à être le caniche des Américains ni d'Ursula von der Leyen, mais là, on a quand même l'impression qu'on est tenu en laisse par 2 personnes, avec en plus Emmanuel Macron, qui a réussi, par rapport à cette influence française que vous soulignez, à détruire absolument l'influence diplomatique française. On voit la manière grotesque dont il a prétendu résoudre la crise libanaise qui n'a servi rigoureusement à rien. Il a prétendu intervenir dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Ça s'est réglé sans lui. Toutes ses propositions sur l'Ukraine sont en fait lettres mortes et on n'a pas l'impression que Poutine et Zelensky courent après le téléphone de l'Élysée pour essayer de s'entendre. Donc est-ce que cette tradition française, on peut la revivifier ou est-ce qu'au contraire c'est un champ de ruines ? Bien sûr qu'on peut tout la revivifier. Macron, d'ailleurs, a détruit la filière du Quai d'Orsay, c'est-à-dire la filière diplomatique française, il y a 2 ans. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. En fait, c'est vrai que c'est un liquidateur de la France. Avec Macron, vous avez raison, la France n'est respectée nulle part, n'est arrivée à rien depuis 7 ans en termes diplomatiques, et est plutôt humiliée en étant renvoyée d'Afrique. Donc, très clairement, la France doit reprendre sa tradition diplomatique, reprendre. Et pour cela, et pour être respecté, eh bien, il faut ne pas être aligné sur les Américains. Si, comme Macron, vous êtes aligné sur les Américains, vous êtes un non-joueur. Les Russes vont préférer les Ukrainiens parler directement avec le maître américain, et la France est éjectée du système. C'est quand la France est indépendante, justement, qu'elle n'est pas le caniche des Américains, qu'elle ne dépend d'aucun empire, que sa voix compte et est respectée. De Gaulle nous l'avait montré, De Gaulle, dans les années 60, c'était le premier dirigeant mondial qui avait reconnu la Chine en tant que nation, la Chine communiste, mais aussi qui avait, pour essayer de peser pour la détente et dialoguer avec Moscou, avec les États-Unis, alors que c'était un tabou. Et cela, ça donnait de la puissance à la France, ça donnait une indépendance tout en assurant une détente dans le monde. Eh bien voilà,
pour assurer notre indépendance nationale, montrant que nous avons une diplomatie qui est en accord avec nos intérêts et en accord avec notre vision philosophique du monde. En fait, il y a des moyens simples pour commencer à reprendre notre indépendance. Par exemple, rien n'empêche que la France sorte de l'OTAN. Oui, alors moi, je ne suis pas sûr qu'il faut sortir de l'OTAN. Pourtant, Florian Philippot, François Asselineau disent tous qu'il faut sortir de l'OTAN. La France a toujours été l'allié des États-Unis. Je pense qu'elle doit sortir du commandement intégré de l'OTAN, qui pose tout un tas de problèmes à la France, notamment sur le matériel militaire, et qui inféode de la France aux États-Unis. Oui, De Gaulle l'avait fait, nous devons le refaire. Pour autant, l'OTAN, l'article 5 de l'OTAN ne nous oblige pas à faire une guerre, très clairement. Il y a beaucoup de marge de manœuvre. Même si, dans le pire des cas, l'OTAN allait faire une guerre ailleurs, la France aurait des marges de manœuvre pour ne pas la faire si cette guerre est injuste et une mauvaise chose pour la France et que la France considère que géopolitiquement, cette guerre est une erreur. Voilà. En plus, avec Trump, on se dirige vers des États-Unis qui veulent beaucoup moins de guerre et j'espère pas de guerre du tout. C'était le cas d'ailleurs pour le première présidence de Trump de 4 ans. Donc pour moi, il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Ça, c'est fondamental. Il faut rester dans l'OTAN et dialoguer avec les BRICS. Nous pouvons avoir une position d'équilibre. Nous sommes amis des Américains, mais pas les vassaux, et nous dialoguons avec les BRICS. C'est cette manière-là que nous serons respectés et indépendants. Dans ce que vous dites, Philippe Murer, on sent bien la proposition originale du mouvement politique citoyen qui n'est pas du tout d'expliquer comme l'ensemble de la classe politique française qu'il n'y a pas d'alternative, pour employer un anglicisme. There is no alternative, disait Margaret Thatcher. Eh ben, au contraire, on a à chaque fois l'impression que dès qu'on va au-delà de la parole officielle qui prétend que Bruno Le Maire est un génie de la finance, que Emmanuel Macron est un génie de la diplomatie et que l'Union européenne est l'horizon indépassable de la démocratie, qu'en fait, dans les textes mêmes qui paraissent nous enserrer, il y a en fait des solutions qui ne sont jamais exploitées par le pouvoir en place. Oui, c'est vrai, parce que, en fait, vous savez qu'on a affaire en fait, à une France qui est dominée au niveau médiatique, au niveau politique et même économique par des gens qui ont tous le même logiciel, post-national, européiste et mondialiste, très clairement. Donc, ils voient tout à cette échelle-là, à cette aune-là, et ils oublient effectivement que la France peut avoir des marges de manœuvre, même dans l'OTAN. Ils oublient que la France, en fait, doit être une nation libre et souveraine, et ce qu'elle peut faire dans le monde, ce qui intéresse Macron, ce qui intéresse les LR, ce qui intéresse tous ces gens-là, c'est de rester dans ce confort, dans cette ligne droite, d'ailleurs vers le désastre, qu'a tracé la caste par la volonté mondialiste. Mais il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours des possibilités. Vous voyez, quand vous voyez la Suisse, la réussite économique incroyable de la Suisse, qui devient même presque, elle commence à peser diplomatiquement. Un pays comme le Maroc, qui a utilisé la vision gaulliste pour développer le pays, pour faire en sorte que des endroits du désert, maintenant il y a des oliviers. Vous passiez il y a 20 ans, c'était le désert, il y a des oliviers, ils ont amené toute l'eau de l'Atlas vers les plaines pour développer leur agriculture, ils ont développé leur industrie vers le nord. Et en fait, un pays de 35 millions d'habitants comme le Maroc est en train de devenir une puissance africaine, un continent de 2 milliards d'habitants. Donc vous voyez que la puissance, c'est d'abord une question de volonté politique et une question d'intelligence politique. Et même des petits pays comme le Maroc arrivent à être indépendants et puissants dans le monde. La France, évidemment, avec son histoire, avec tous ses atouts, avec son siège au Conseil de sécurité, n'a pas à dire on ne peut rien faire, il n'y a pas d'alternative. Et tout l'avenir est ouvert devant nous à partir du moment où on renoncera à il n'y a pas d'alternative. Alors, quelles sont les 3 propositions que le mouvement politique citoyen aimerait voir mises en œuvre dans l'immédiat ou d'ici 2027 ? Alors, nous, le socle au mouvement politique citoyen, c'est de rassembler le maximum de gens, mais un minimum d'homogénéité pour pas que ce soit l'anarchie. Donc, notre socle, c'est le retour de la souveraineté nationale, parce que sans souveraineté nationale, sans sortie de l'Union européenne, on ne peut rien faire. On veut retrouver la capacité d'influer sur notre destin. La deuxième chose, c'est rendre le pouvoir au peuple. Pourquoi ? Parce que la démocratie représentative a complètement failli. On a une caste au pouvoir qui a totalement trahi le peuple français. Donc, un référendum d'initiative citoyenne fondamentale que le peuple puisse, avec 1 million de voix de pétition,
déclencher un référendum sur des sujets et que ce référendum, bien sûr, soit impératif et ne puisse pas être contourné par les élites. Voilà, c'est un équilibre entre le peuple et les élites qui doit être trouvé fondamentalement. Et puis, la défense de l'identité nationale française, de la culture française, la maîtrise, voire l'arrêt des flux d'immigration qui est fondamental. Et le quatrième point, c'est la France puissance d'équilibre et de paix. Alors, ces 4 points, et c'est exactement pour ça que le mouvement politique citoyen est né, sont exactement ceux qui n'existent pas dans la plupart des partis politiques français. Oui, tout à fait. Ils ont renoncé à tout, ils ont renoncé à la France. Mais vous savez, il y a un crime qui a été fait, c'est-à-dire que depuis 40 ans, l'ensemble des partis politiques disent, ça a commencé avec Valéry Giscard d'Estaing, la France est trop petite. Puis ensuite, on a dit, la France est coupable. Et François Mitterrand a conclu avec la France est votre passé et l'Union européenne est votre avenir. En fait, ils ont assassiné l'idée même de nation pour nous jeter dans les bras du machin supranational qu'ils défendaient, qui s'appelle l'Union européenne. Et c'est un crime, effectivement, spirituel, parce que pour bien vivre, pour vivre une vie commune et pour bien vivre, chaque individu a besoin aussi d'avoir un enracinement. Et cet enracinement, il passe par la fierté aussi de l'histoire nationale, par le fait que nous avons fait des grandes choses ensemble dans le passé et que nous voulons en faire encore dans l'avenir. C'est Ernest Renan qui le disait, il avait parfaitement raison. Alors, comment est-ce qu'on peut sortir de l'Union européenne ? Vous êtes pour le Frexit ? Oui, tout à fait. Pour sortir, je trouve que l'idéal, c'est que le peuple tranche. Après, on n'a pas encore décidé de quelle modalité, on va en discuter au mouvement politique citoyen, on va échanger et voir quel sera exit sec ou référendum, quel sera le choix qui sera fait. Moi, je pense que c'est le peuple français qui doit trancher et qui doit dire est-ce qu'on reste ou pas dans ce machin-là, sachant ce qui s'y passe. Il faut des grands débats, en fait, entre les Français, un grand débat pendant 6 mois pour que les Français puissent décider librement est-ce qu'il faut rester dans l'Union européenne ou est-ce qu'il faut en sortir. Moi, je suis persuadé, vu les nuisances de l'Union européenne, sur les flux d'immigration qu'elle empêche d'arrêter, sur les normes complètement délirantes et qui sont en train de nous priver de liberté et de nous emprisonner, sur l'économie, sur l'agriculture, sur tout un tas de sujets, que s'il y avait un référendum pour sortir de l'Union européenne, les Français répondront oui à 55 ou 60%. L'intérêt du référendum, c'est une fois que le peuple a tranché, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La caste a beau s'agiter, se démener, elle ne peut pas dire « je suis pour la démocratie et je reviens en arrière ». Ce qui est important, c'est que ça ne se passe pas comme au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le Brexit a été décidé par des gens qui sont comme des Macron, des Bayrou, des LR en fait. Et donc, le Brexit a été décidé par le peuple britannique, mais les gens qui étaient chargés, c'était des Macron ou des Bayrou de l'appliquer. Donc, ils sont restés dans le mondialisme. Il faut à la fois sortir de l'Union européenne, mais à la fois avoir la volonté politique de changer les choses. Donc, ce n'est pas un membre de la caste qui pourra faire ça. Ce sont des gens totalement différents qui pourront faire ça, qui ne sont pas dans le spectre politique classique. Alors, vous nous parlez de grand débat, évidemment, ça sonne très désagréablement à mes oreilles, puisque le grand débat, on a l'impression qu'il y a marqué copyright Macron dessus, et on a bien vu comment se tournait ce grand débat. Le président Macron prétend nous réserver une de ses initiatives politiques majeures ou d'ampleur, une IPA, pour 2025, où il va sans doute dégainer une manière de consultation nationale. À votre avis, est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que souhaite le mouvement politique citoyen ou est-ce que c'est une manière aussi de reconfisquer la démocratie ? Êtes-vous méfiant ? En fait, si Emmanuel Macron veut faire un référendum, il y a 2 référendums qui me paraissent évidents dans la tête des Français. C'est un référendum sur les flux d'immigration. Est-ce qu'on continue, on arrête les flux d'immigration ? Ça serait un référendum intéressant. C'est une des questions principales des Français. Puis un référendum aussi sur est-ce qu'on reste ou on sort de l'Union européenne. Macron ne va pas faire ça. En fait, Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il amuse la galerie. Il va faire un référendum, peut-être, mais sur une question totalement périphérique et ne pas poser les grandes questions aux Français parce qu'ils ne considèrent pas que les Français et que le peuple français est adulte, ils considèrent que c'est à eux de décider. Le problème, c'est que le peuple français se rend compte que les gens qui parlent et qui décident aujourd'hui en France, ce sont eux qui sont totalement incapables. La preuve, ils ont amené le pays au désastre dans tous les domaines.
Voilà, alors on va en parler évidemment pendant toute l'année 2025, mais vous en parlez spécifiquement demain lors de cette grande réunion politique, l'ère des fractures au cœur des crises à répétition. Donc voilà, il nous reste quelques instants. Reparlez-nous de la manière dont vous allez mettre dans une seule salle à la fois Catherine Rouvier, patronne d'émission sur Radio Courtoisie, d'ailleurs Thierry Mariani, éditorialiste sur Radio Courtoisie, Jean-Frédéric Poisson, le député Bamama, Ibrahim Bakar, François Asselineau. Alors François Asselineau devait venir, mais il avait dit oui, et puis au dernier moment, il a dit non, hein, il y a une semaine. Bon, ce n'est pas grave, on l'a remplacé. Mais en fait, Étienne Chouard, vous voyez, qui est quelqu'un qui pense que le peuple doit avoir le contrôle complet des élites qui gouvernent. Donc, lui, il est pour un RIC en tout domaine, en RIC constitutionnel. Moi, c'est pas ce que je pense tout à fait. Mais c'est très intéressant de le faire débattre contre une Catherine Rouvier qui va avoir une vue beaucoup plus juridique, beaucoup plus traditionnelle. Moi, ce que je pense, c'est que c'est du débat que surgit la lumière. Il faut considérer le peuple français est un peuple adulte. Quand il entend des débats intéressants, c'est comme ça qu'il fait sa propre idée. Et tout l'intérêt, si vous voulez, je pense qu'il faut que le peuple français, bien qu'il ait été martyrisé par la caste, par la situation qu'elle a créée, et même par les inversions accusatoires qu'elle envoie aux Français. En fait, je prends des immigrés de façon massive dans les années 80, et ensuite, puisque les Français sont pas contents, je vais dire qu'ils sont racistes dans ce cas-là, et je crée l'idéologie antiraciste. Vous voyez, il y a une inversion accusatoire de la caste, mais qui a martyrisé les Français. Mais les Français doivent se relever, se reprendre leur destin en main, et ça passe par la politique. Ça passe uniquement par la politique, s'occuper de la cité. C'est eux qui feront en sorte que la France se libère, seul le peuple français peut se battre pour lui-même, personne ne se battra pour lui. Merci. Si on veut que la situation s'améliore, en fait, il faut se battre sur le terrain politique. Merci beaucoup Philippe Murer d'avoir été avec nous et de nous avoir exposé vos thèses.